Alors, je vais peut-être me présenter. Je ne sais pas si on vous a expliqué qui j'étais. Donc, je vais mettre. Est-ce que vous m'entendez avec le micro? Ouais, super. Ok. Alors, c'est très émouvant pour moi d'être avec vous aujourd'hui, parce qu'en fait, vous êtes un petit peu comme des petites plantes en fait, qui sont sorties de terre suite à des graines qui sont semées sur ces sujets depuis des années. Donc, ça fait 15 ans que je suis sur ce plaidoyer. Vous avez rencontré Marine hier, je pense, qui fait partie de cette jeunesse qui prend le relais sur cette révolution juridique qui est proposée aujourd'hui, sur les droits de la nature, sur le crime d'écocide. Je suis juriste en droit international, je me suis spécialisée sur les droits humains, donc j'ai beaucoup plus travaillé pendant des années, pendant 18 ans, dans la solidarité internationale. J'étais vraiment sur la défense des droits humains à travers le monde, dans des pays en difficulté, sur des sujets durs, difficiles, comme le trafic d'êtres humains, comme la prostitution forcée, comme les victimes de mines antipersonnelles, de guerre en Afghanistan, donc qui deviennent des personnes handicapées, pour la grande pauvreté aussi. Et puis, il y a une quinzaine d'années, j'ai entrepris une thèse, ce qu'on appelle d'anthropologie juridique, c'est les sources du droit, le droit qui n'est pas écrit, les règles que même traditionnellement dans les villages, etc., on s'appliquait. Une thèse que j'ai menée au Québec, dans le nord du Québec. Et j'ai découvert là un combat entre des peuples autochtones, des Amérindiens, et une compagnie d'État, donc un peu à l'histoire de la Guyane avec Marine, mais bon, pour moi c'était au Québec, sur un projet de grand barrage hydroélectrique sur une des plus grandes rivières sauvages du Québec, 4000 km. Il faut savoir que la forêt boréale, on parle tout le temps de la forêt amazonienne, mais c'est un des lobes du poumon vert de la planète. Hein. Il y a un poumon bleu, c'est l'océan. Il y a un poumon vert, c'est la forêt primaire, la forêt ancienne. Et donc la forêt amazonienne et la forêt boréale sont ces fameux lobes de ce poumon vert. Et sur des personnes qui vivaient depuis des millénaires en harmonie avec la nature, qui ont été sédentarisées, obligées d'être parquées dans des réserves, à qui on n'a plus donné accès à leurs territoires ancestraux. Et ensuite, je me suis aussi engagée dans un autre combat en forêt amazonienne, sur un autre grand barrage hydroélectrique, qui menaçait donc dans l'état du Pará, le fleuve où vivent, vous avez peut-être entendu parler du cacique Raoni, avec son plateau labial, ses plumes jaunes. Vous l'avez déjà vu, je pense. Il parcourt la planète depuis 89. Il a, je ne sais pas quel âge maintenant, 87 ans au moins. Et donc je dirais qu'on a un peu combattu ensemble pendant quelques années, mais ça m'a surtout permis de comprendre qu'il y avait des écueils. Il y avait des écueils dans le droit international, dans le droit de l'environnement, et même dans les droits humains, puisqu'en fait on ne respectait pas notre droit à un environnement sain et on ne respectait pas le droit des populations traditionnelles à vivre dans leur milieu naturel, selon leurs traditions. Et c'est pourquoi, depuis une quinzaine d'années, je mène ce travail de réflexion avec d'autres sur ces sujets-là. Et donc, vous êtes effectivement des plantes qui germent de tout ce terreau. Or, ce matin, Frédéric m'a demandé de vous faire une conférence qui, je suis désolée, un samedi matin à 10h, risque de vous plomber un petit peu. Hein. Donc je l'ai quand même conçu en 2 temps. Un temps parce qu'à un moment donné, il faut un électrochoc. Il faut comprendre aussi que la thématique de l'eau, elle n'est pas isolée. La thématique des fleuves n'est pas isolée. Elle rentre en interaction avec d'autres problématiques. Et c'est l'effet domino, l'effet cascade qui est en train de menacer l'avenir des générations présentes et futures. Donc, je vais probablement vous mettre un coup un peu ce matin, mais je vais quand même aussi prendre un temps pour vous parler de ces expériences dont le maire Grégory Doucet vient de vous expliquer très rapidement, ces expériences qui sont menées à travers le monde et qui donc permettent un changement de paradigme dans la manière dont on protège la nature
et comment on lie les droits de la nature aux droits humains. Ça va être plus un voyage. Je vais vous emmener en voyage dans différents pays du monde. Je ne vais pas rentrer dans les détails, puisque vous allez après avoir un moment ensemble pour digérer. Et puis, éventuellement, donc, préparer des questions. Et là, on réinteragira ensemble en fin de matinée sur ce qui peut vous perturber. N'est-ce pas extraordinaire, hein? Je vais attendre que ça s'arrête. C'est ma dernière conférence et je trouve ça hyper solennel d'être là, d'avoir les cloches. Je sais pas ce que ça veut dire, mais bon. Ouais, je prends ma retraite sur ce plaidoyer-là. Faire des films et tout ça, mais voilà. Les conférences, c'est la dernière, c'est OK. Alors, on est parti ? Alors, j'ai choisi cette diapositive pour symboliser quelque chose qui a été nommé, qui est cette empreinte de l'homme sur le système Terre. En fait, depuis la dernière ère glaciaire, depuis 11 700 ans, nous étions dans une ère géologique qui s'appelait l'Holocène, où le climat a été tempéré, vous l'avez peut-être appris à l'école, un climat tempéré partout sur Terre qui a permis vraiment un foisonnement de la biodiversité et aussi le développement des sociétés humaines qui ont fini par même, je dirais, il y en a, voilà, devenir de plus en plus importantes, de plus en plus grandes, au point d'être aujourd'hui 7 milliards sur Terre. Et les géologues et puis certains scientifiques se sont rendus compte en fait qu'il y a eu par exemple 5 extinctions massives sur Terre depuis 3,6 milliards d'années. C'est-à-dire que la vie, pour une raison ou une autre, des comètes, une activité volcanique, etc., a disparu jusqu'à 90% parfois. Alors à chaque fois, la vie renaît, renaît de ses cendres, comme un phénix. Mais c'est la première fois que le système terrestre aujourd'hui vit une 6e extinction, vit une extinction de masse, à cause d'une de ces espèces vivantes en son sein. Cette espèce, c'est l'humanité. L'humanité est devenue une force géologique qui surpasse les forces géophysiques de la Terre. Et ça a commencé, pour certains, au moment des premières révolutions industrielles, avec la découverte du charbon, puis la découverte du pétrole, etc. Et pour d'autres, ils parlent plutôt de l'époque de 1950, que certains ont connu, sont nés à cette époque, etc., qu'on a appelé la grande accélération, où en fait, vous voyez, je ne sais pas si c'est assez grand, voilà, vous voyez ces courbes ascendantes à partir de 1950 à chaque fois, d'accord ? Utilisation de l'eau, courbe ascendante de population, l'harnachement des rivières, c'est-à-dire le fait de faire des barrages, la population urbaine, la consommation de papier, alors, il y en a qui sont rigolotes comme les restaurants McDonald's, l'état des écosystèmes, la déforestation tropicale, le tourisme, les téléphones, tout est en fait lié, avec aussi une augmentation des températures, et cette courbe montante de manière vraiment radicale démarre en 1950. Et donc cet impact qu'a l'humanité sur la Terre au point d'en changer ses écosystèmes, et surtout ses équilibres écologiques globaux, a été appelé l'Anthropocène, c'est-à-dire l'ère de l'homme. Anthropos, c'est l'homme, l'ère de l'homme. Or, il semble aujourd'hui donc que les exigences de l'Anthropocène n'arrivent pas à être remplies dans le sens où
même le droit de l'environnement qui a été conçu pour protéger justement les écosystèmes, n'arrive pas à juguler cette volonté de croissance à court terme, de croissance de vision utilitariste et néolibérale en cours, qui ont donc véritablement détruit les ressources environnementales et menacent aujourd'hui, je dirais, le développement en tout cas le fait de répondre aux besoins les plus essentiels, les plus fondamentaux, même des populations humaines, ceci au profit de quelques générations et surtout un petit pourcentage de la population qui vit bien au-dessus des moyens de la Terre et qui ont un rôle aujourd'hui, un rôle quasiment de prédation des ressources de la Terre et qui pose en soi aussi les fondements de la pauvreté dans trois quarts des pays du monde. Alors, quand je parle de système Terre, quand je parle d'écosystème, qu'est-ce que je veux dire ? Il faut bien comprendre. Alors, il y a des personnes qui disent, vous l'avez peut-être lu dernièrement d'ailleurs, parce que c'est sorti dans la presse, la Terre est une entité vivante. Elle fonctionne comme un organisme. En fait, votre corps, c'est un écosystème en soi. Ce qu'il y a dans votre ventre, le microbiote, c'est un écosystème en soi. C'est-à-dire des bactéries qui fonctionnent en symbiose avec vous et qui font que votre corps fonctionne. La Terre, c'est la même chose, c'est un système qui est constitué de sous-systèmes, qu'on appelle aussi des sphères, qui interagissent entre elles pour former un ensemble complexe, mais surtout en constante évolution et en constant équilibre. Donc vous avez en sous-système l'atmosphère, la couche de gaz, qui entoure la Terre. Vous avez la biosphère qui se compose de tous les organismes vivants sur Terre, dont vous faites partie. L'hydrosphère qui est toute l'eau salée, l'eau douce, mais aussi les glaces, qu'on appelle la cryosphère, glaces qui sont en train de fondre. Et la lithosphère, la Terre physique, qui est constituée du magma, de toute l'activité volcanique, mais aussi du sol. Ce fameux sol, cette couche de terre, qui est en moyenne de 30 cm, qui produit tous les fruits, tous les légumes dont vous avez besoin, qui stocke le carbone et qui participe, comme les forêts, effectivement, à maintenir le climat terrestre et à maintenir le cycle de l'eau. Et tous ces systèmes, aujourd'hui, sont impactés par l'activité humaine, directement. Et c'est pourquoi, au-delà d'une simple réflexion juridique, je crois qu'il y a un enjeu global, un enjeu mondial aujourd'hui à repenser nos modes de gouvernance, à repenser notre économie. C'est quoi l'économie ? Ça veut dire quoi l'économie étymologiquement ? Ça veut dire la bonne gestion de la maison, du foyer. La question c'est, est-ce qu'on a une bonne gestion de notre maison commune aujourd'hui ? Est-ce que l'économie répond à ce pourquoi elle était faite ? Il semble que non. Et ce beignet, cette théorie du beignet, ce beignet qui est symbolisé ici, c'est une théorie qui a été pensée par une économiste qui s'appelle Kate Raworth, anglaise, et qui s'est dit, mais en fait, il faut trouver des modes de gouvernance qui, d'un côté, respectent les droits fondamentaux des humains, donc qui est plus de solidarité, plus d'équité, plus de partage, et qui répondent donc effectivement aux différents besoins les plus fondamentaux, le droit à l'eau, le droit à l'alimentation, le droit à la santé, le droit à l'éducation, etc. Vous les avez ici. Mais en même temps, il faut trouver un moyen de respecter les équilibres écologiques de la Terre, parce que si on détruit trop les écosystèmes dont on dépend pour vivre, alors ces droits, ce droit à une eau pure, à un air sain, etc., ne pourront plus être garantis. Donc elle a proposé cette théorie du donut, qui est aujourd'hui une théorie qui est appliquée par certaines villes. Par exemple, Amsterdam, la ville d'Amsterdam, a calqué son mode de gouvernance sur la théorie du donut en disant on respecte un plafond écologique qui est symbolisé par 9 limites planétaires et on respecte une fondation sociale avec les 12 indicateurs des objectifs de développement durable posés par les Nations Unies, parce que sinon, effectivement, on court à une déstabilisation des écosystèmes et on court en même temps à engendrer de la faim, des maladies, de l'analphabétisme, etc.
C'est une théorie qui a que quelques années, qui a 2-3 ans. Mais ce qui est quand même incroyable, c'est que dès 73, donc là on est justement aux 50 ans de la remise de ce rapport et aux 50 ans en 2022 du premier sommet de la Terre à Stockholm, qui alertait sur l'état de la planète. 50 ans plus tard, qu'est-ce qu'on a fait? Pas grand-chose. Le Club de Rome a sorti un rapport, ce qu'on appelle le rapport Meadows, et qui expliquait déjà il y a 50 ans que la croissance avait ses limites. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est sur une terre qui est finie, que les ressources ne sont pas exploitables jusqu'à plus soif, c'est le cas de le dire, et qu'à un moment donné, ces matières premières vont s'épuiser, et que cette consommation excessive de ressources naturelles risque d'engendrer une crise économique durable. Et ils avaient estimé il y a 50 ans que ces pics de ressources exploitables arriveraient en 2030. Ils n'avaient pas forcément anticipé la guerre en Ukraine, mais moi j'ai le sentiment très fortement aujourd'hui qu'on est conjointement avec l'état des sols partout sur Terre, l'état du cycle de l'eau partout sur Terre, l'état des forêts, etc., l'épuisement des ressources en mer de poissons, plus des conflits qui ont déjà démarré, par exemple avec la guerre en Ukraine, en Syrie, etc., on est quasiment déjà en train de basculer dans cette période de crise économique durable. Vous le voyez, hein, ça flambe. Voilà, le prix des céréales, le prix des énergies fossiles. Et ce qu'ils ont expliqué aussi, et c'est un peu ce que je vais essayer de vous démontrer malheureusement, c'est que ces pics atteints, c'est la dégringolade. Donc on a eu cette grande accélération depuis 1950, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Là on arrive à 2022, 2030, et ça s'effondre. Et ça s'effondre suffisamment pour que quand on vient me voir en me disant « mais en fait tous vos problèmes ils pourraient être résolus s'il y avait moins d'humains sur Terre », on me dit ça tout le temps. C'est la surpopulation le problème. Je dis, mais écoutez, excusez-moi, mais pour moi, le premier problème, c'est le manque de solidarité et de partage. Hein. Regardez dans quoi on est là. Pendant qu'il y a des enfants en ce moment dans le sud de Madagascar qui mangent des morceaux de cuir. Et deux, malheureusement, si on continue comme ça, la population, elle va diminuer par elle-même. Parce qu'il y aura des famines partout sur Terre. Alors de quoi on parle quand on parle des limites planétaires? Les limites planétaires, en fait, c'est là aussi une théorie qui a été, elle, proposée par des scientifiques. Le Stockholm Resilience Center, donc en 2009, il y a 26 chercheurs qui ont expliqué que donc il y avait effectivement des équilibres à respecter. Il y avait des seuils que l'humanité ne devait pas dépasser pour ne pas compromettre les conditions favorables dans lesquelles elle avait pu se développer. Et des seuils qui, quand on les dépassait, nous faisaient basculer dans un état planétaire qui devient inhospitalier. Et quand on a dit ça, c'est ce qu'on nous dit depuis, en fait, là encore, 1972. Ok, très bien, mais alors, comment on fait? Et donc, ce qu'ils ont proposé, c'est que ces seuils soient quantifiés, soient chiffrés, et soient proposés comme des limites tangibles, physiques, qui doivent être respectées par les sociétés humaines. Ils ont donc fixé ces seuils et ensuite ils ont regardé par rapport à ces seuils d'équilibre écologique lesquels étaient déjà franchis et lesquels risquaient d'être franchis et quelles pouvaient être les conséquences. Et ils sortent des rapports depuis régulièrement en expliquant les conséquences qui s'appuient là aussi sur les données du rapport du GIEC, c'est-à-dire les experts pour le climat, du rapport de l'IPBES, les experts sur la biodiversité, et qui nous disent voilà ce qui va se passer. L'ONU alerte en permanence. Si vous allez sur le Twitter de Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies, il n'y a pas un jour qui passe sans qu'il pousse un cri d'alarme sur Twitter. Mais on a l'impression qu'il est face au néant, au vide sidéral, et que personne n'écoute, personne n'entend. Mais il en a conscience, clairement. Donc, ces 9 limites planétaires, je vais essayer de parler un peu fort, je suis désolée, le matin, j'ai pas beaucoup de voix. Je vais les citer rapidement parce que là elles sont en anglais. Ok, donc celle dont vous entendez beaucoup parler bien sûr, c'est en lien avec le changement climatique, d'accord? Le seuil quantitatif qui a été proposé par les scientifiques, c'est en lien avec le nombre de particules par million de CO2 dans l'atmosphère.
avant l'ère industrielle, on était à 280 particules par million. Pour maintenir un climat qui est acceptable pour tout le monde, il faut être à 350 max. Or, là où je vous parle maintenant, on est à 421. Donc on a dépassé cette limite, et je vous parlerai des conséquences ensuite. Il y a une limite en lien avec l'érosion de la biodiversité, c'est-à-dire le nombre d'espèces qui disparaît par an. Il y a un chiffre qui est naturel, si je puis dire, que des espèces disparaissent, c'est normal, sauf qu'on est bien au-delà, je vais y revenir. Il y a une limite en lien avec l'usage des sols, le fait qu'on ait déforesté pour cultiver et qu'on ait fait des champs un peu partout sur Terre, qu'on a aussi dépassé. Il y a une limite en lien avec ce que l'on met dans les sols, les flux d'azote et de phosphore, qui sont des flux naturels, mais qui ont été enrichis par l'action humaine, parce qu'on veut que les sols soient de plus en plus fertiles, et on rajoute des fertilisants, des engrais chimiques, etc., qui polluent par ruissellement les rivières, qui créent les algues vertes que vous voyez dans les estuaires en France, et qui acidifient de ce fait l'eau douce, mais aussi les océans. Et puis, il y a eu une accélération, puisque en janvier de cette année, on a dépassé une autre limite planétaire qui est liée aux entités nouvelles. 350 molécules existent aujourd'hui sur Terre qui ont été créées par l'homme, qui n'existaient pas sur Terre avant l'homme. Et de ces 350 000 molécules, on n'en connaît que quelques-unes au niveau des impacts, et on sait que nombre d'entre elles, dans les solvants, les pesticides, les rejets radioactifs, les rejets industriels, etc., polluent l'environnement, polluent les corps humains, et vous avez entendu parler des perturbateurs endocriniens, vous avez entendu parler de tout ça, c'est lié aux entités nouvelles, et là, ça a été dépassé en janvier. Et une sixième limite planétaire a été dépassée, celle en lien avec l'eau douce, je vais vous en parler aussi. Les autres, donc c'est l'acidification de l'océan qui commence à être limite, les aérosols atmosphériques en lien avec la couche d'ozone. Là, il y a eu une convention internationale qui a permis d'arrêter de détruire la couche d'ozone, et comme quoi on voit que quand il y a un droit contraignant, on arrive à des succès. C'est la seule qui a régressé de limite planétaire, parce qu'il y a eu une convention internationale contraignante. Je dis ça parce que l'accord de Paris sur le climat, c'est pas un accord contraignant. C'est selon la bonne volonté des États. Voilà. Et qu'est-ce que j'ai oublié? Non, c'est bon. Alors, la première limite franchie, vous en entendez parler en permanence. Et ce que je veux vraiment que vous compreniez aujourd'hui, c'est l'interaction qu'il y a entre ces limites planétaires et les liens d'interdépendance qu'il y a entre les différents grands écosystèmes et grands équilibres écologiques sur Terre. Donc, je vais m'arrêter de manière un peu poussée sur les deux premières limites et on va aller vite après sur les autres. Donc, je vous l'ai dit, on est aujourd'hui à 421 particules par million. Or, il fallait rester normalement en dessous de 350 et idéalement, on aurait dû rester à 280. Ce que je veux que vous compreniez, c'est l'impact. La dernière fois que la Terre a connu une quantité de CO2 comparable, d'accord, c'était il y a 3 à 5 millions d'années. On a réussi en 200 ans à refaire basculer la Terre dans un état de l'époque de l'ère du Pliocène, c'est-à-dire il y a 3 à 5 millions d'années, où la température globale sur Terre était simplement de plus 2, plus 3. Là, on est à plus 1,1. Hein. Plus 2, plus 3, et le niveau de la mer, forcément, par dilatation, la mer se dilate sous l'effet de la chaleur, les glaces fondent sous l'effet de la chaleur, donc le niveau de la mer était bien supérieur à aujourd'hui, il était de 10 à 20 mètres par rapport au niveau actuel. Alors je ne sais pas où vous vivez, mais si vous imaginez aujourd'hui les dégâts avec simplement des vagues d'1 mètre qui submergent les côtes en ce moment, on a entendu parler il y a quelques jours du fait qu'un risque de tsunami de 1 mètre en Méditerranée était quasiment sûr d'ici 2030. Vous avez lu ça dans les journaux? Ouais. 1 mètre, ça suffit pour détruire toutes les fondations de la ville de Marseille. Là, je vous parle de 10 à 20 mètres. Ça veut dire qu'il y a des pays entiers, le Bangladesh, le Vietnam, et bien évidemment, en vallée du Rhône, toute la Camargue, la Vendée, etc., qui disparaissent.
sous l'eau, complètement. C'est-à-dire que vos enfants ou vos petits-enfants vont connaître en 2100, 2080, une géographie terrestre qui ne sera pas celle que vous avez connue. Et pensez donc à toutes ces personnes qui vivent là. Je vous dis ça pourquoi? Parce qu'on est sur une trajectoire actuelle, par le manque d'ambition des États, on est sur une trajectoire à 3,7 degrés. 3,7. Hein? Et là, quand je vous parle de 20 mètres de haut, c'était à 2 voire 3 degrés. Voilà, donc on est clairement, on le voit depuis les années 70, devant une multiplication des événements climatiques extrêmes. Les superficies touchées par la sécheresse ont doublé. À ce jour, 168 pays sur 197 se disent touchés par la désertification. La crise climatique alimente la faim, forcément. Hein. Donc, au total, près de 800 millions de personnes dans le monde ont souffert de la faim en 2020. Et selon le Programme alimentaire mondial, 45 millions de personnes dans 43 pays risquent de sombrer même dans la famine en 2022. Avec une augmentation donc de 60% du risque d'être confronté à un événement climatique extrême en 40 ans. Et on le sent depuis 2-3 ans, la France commence à ne plus y échapper non plus. La seconde limite est donc en lien avec la perte de biodiversité. La diversité du vivant, elle peut s'éroder à un rythme de 10 espèces environ par an sur un capital d'1 million d'espèces, sans qu'il y ait d'impact majeur sur les sociétés humaines. Aujourd'hui, on est à un taux qui est multiplié par 100, voire 1000 selon les régions et les espèces. Ça veut dire quoi concrètement? Toujours depuis 1970, 68% des animaux sauvages sur Terre ont disparu. 68%. 80% des insectes en Europe. On a besoin des insectes pour polliniser et non pour manger. Un quart des espèces animales en Europe sont aujourd'hui menacées d'extinction ou éteintes. On a réduit de moitié la population de poissons dans les océans sur Terre. On a aussi réduit de moitié la flore planétaire. On est fort quand même. Hein. C'est quand même assez incroyable. Alors, qu'est-ce qui est en cause? Avant tout, bien évidemment, en plus de la pollution, en plus du plastique, c'est effectivement toute l'industrie extractive qui existe sur Terre, donc l'extraction minière, l'extraction pétrolière. Là, les images que vous voyez, en haut à gauche, vous voyez les sables bitumineux en Alberta. Hein, nouvelle manière aujourd'hui d'extraire du pétrole quand on n'arrive plus à le trouver dans le désert sous forme liquide, c'est d'aller le chercher sous forme de bitume. Alors qu'est-ce qu'on fait? On rase la forêt boréale, on racle toute la terre vivante, et on va chercher le sable qui est en dessous, et là, on balance des millions et des centaines de millions de tonnes d'eau enrichie de produits chimiques pour dissocier le bitume du sable. Et ensuite, on fait des pipelines à travers tout le Canada, les États-Unis, pour nous envoyer ce brut lourd, plus que lourd, hein, bitumineux, qui a donc littéralement détruit des écosystèmes sur des centaines de kilomètres carrés, des populations aujourd'hui qui ont des taux de cancer qui vivent à proximité parce que toute l'eau est polluée, des animaux sauvages qui disparaissent, bien évidemment. Et quand vous voyez que la Cour suprême américaine, hier, a annoncé qu'il n'y aurait plus de restrictions sur les émissions de gaz à effet de serre aux États-Unis, on se dit, on est mal barré. Vous voyez les puits de pétrole traditionnels à droite, là, ce que vous voyez, c'est le delta du Niger. La pollution du delta du Niger, qui est contaminée aujourd'hui par le pétrole parce que les compagnies pétrolières, Total, Shell, etc., ne contrôlent pas leurs installations, laissent fuir le pétrole au sol. Et vous avez des populations, donc vous avez par exemple la population Ogoni, 1 million de personnes qui vivent les pieds dans le pétrole. Et la taille de cette pollution est grande comme le Portugal. Comme le Portugal. Qui vous en parle? Tant qu'on peut mettre de l'essence dans nos voitures, on s'en fout, on ferme les yeux, on regarde pas. Hein? Et puis le trou que vous voyez là, c'est la plus grande mine d'or du monde, elle est en Russie. Enfin, il faut bien comprendre en tout cas que toute cette pollution, par le plastique, les antibiotiques, les déchets radioactifs, les pesticides, les solvants et tous les produits chimiques qui sont utilisés dans les zones extractives
contaminent durablement les sols, les rivières, l'océan et tous les êtres vivants qu'ils abritent, dont nous, bien évidemment. La troisième limite franchie, donc, elle est en lien avec la modification d'usage des sols. 80% de la couverture forestière mondiale originelle a été abattue ou dégradée sur Terre, au cours des 30 dernières années seulement. Et il aurait fallu garder, pour que le cycle des pluies se maintienne normalement, et pour stocker le carbone en excès dans l'atmosphère, il aurait fallu garder 75% de cette forêt. L'ONU, cette année, a établi qu'aujourd'hui, 70% des terres émergées, c'est-à-dire en dehors de l'eau, ont été transformées par les activités humaines et que 40% d'entre elles sont dégradées. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en plus d'avoir coupé la forêt, on a dégradé les sols qu'on a cultivés, avec une surexploitation intensive, etc. Les sols manquent de nutriments. Parfois, le sol se transforme même en poussière, une poussière dite improductive. Et bien évidemment, la qualité des sols a un impact sur la biodiversité, sur la rétention et la filtration de l'eau, sur la sécurité alimentaire, sur la santé, sur la pauvreté, et au-delà, un impact sur les migrations, parce que désertification plus pauvreté des sols, les populations s'en vont. Et elles vont là où le climat est plus sympathique, là où elles pensent qu'elles vont pouvoir manger, trouver du travail, etc. Et donc nous, on décide qu'on ferme nos frontières, on continue à mettre du pétrole dans nos voitures, et puis on ne regarde pas les migrants qui meurent en Méditerranée et qui fuient des conditions de vie absolument abominables, conditions de vie qui sont en lien direct avec nos modes de consommation et la manière dont on vit nous ici. En tout cas, il faut le savoir, cette situation affecte déjà 50% de la population du globe et menace la moitié du PIB mondial qui dépend des ressources naturelles. Voilà, et la quatrième limite franchie, donc elle est directement liée à celle des sols, puisqu'il s'agit de la perturbation des cycles de l'azote et du phosphore qui assurent la fertilité. Donc je vous l'ai expliqué, vous le voyez. Chez nous, là où les sols sont les plus engorgés, si je puis dire, de nitrates, c'est en Bretagne. Et après, c'est là, les zones violettes. Et vous voyez là, cette zone violette qui concerne plutôt les Pays-Bas, qui est un énorme cultivateur de fleurs et de fruits, de légumes, etc., sur des sols qui sont vraiment au niveau de l'eau, puisque les Pays-Bas, ça veut dire ce que ça veut dire, ils sont en dessous du niveau de la mer, avec des canaux, et c'est extrêmement pollué. Donc l'Allemagne, les Pays-Bas, etc. La pollution chimique, donc, c'est une pollution qui englobe, comme je vous l'ai expliqué, ces fameuses entités nouvelles, mais aussi toutes les pollutions qui ont eu lieu par le passé, par exemple les insecticides comme le DDT, qui a été interdit, mais qui est aujourd'hui dans les sols, comme le chlordécone aux Antilles, qui va contaminer pour 700 ans les sols des Antilles, et 90% des hommes de Martinique sont à risque d'un cancer de la prostate. 90 à 95%. Chlordécone, qui est une molécule qui a été autorisée par le gouvernement français au moment où il a été interdit à l'échelle internationale, interdit sur le territoire de la métropole, mais on a créé une dérogation pour les Antilles parce qu'on avait envie d'avoir des bananes, et que c'était un bon business, et on a littéralement sacrifié les populations. Voilà. Donc c'est encore une fois un signe de néocolonialisme, et que je dirais même raciste, il n'y a pas d'autre terme, au sein même de notre pays. Et c'est des situations que l'on voit partout, puisque la France continue à produire des insecticides et des produits chimiques qui sont interdits chez nous et qui sont vendus dans d'autres pays du monde. Et la sixième limite franchie, elle est celle qui va bien évidemment avoir un lien fort avec vous aujourd'hui, mais vous comprendrez maintenant aussi les interactions qu'il y a entre cycle des pluies, cycle de l'eau, climat, etc. C'est celle en lien avec l'eau douce. Il y a un seuil qui ne doit pas être dépassé d'utilisation d'eau par personne, on va dire par habitant, d'accord, par jour par exemple, ou une quantité en tout cas par an de mètres cubes. Or, l'utilisation de l'eau douce sur Terre a atteint une limite. Je vais vous donner un exemple. Est-ce que vous savez combien un Français consomme en moyenne d'eau par jour? En moyenne. Combien?
Oui, on est plutôt autour de 200-250 litres par jour. Ben oui, entre la douche, les toilettes, les machines et ceux qui prennent des bains, oui. Plus toute l'eau qui est consommée pour produire tout ce que vous faites. Donc 200 à 250 litres d'eau par personne. Aux États-Unis, on est à 600 en moyenne. Et un Malien ou un Burkinabé en Afrique subsaharienne en consomme 10 par jour. Voilà. Vous voyez l'inéquité et d'accès et d'usage par rapport à l'eau douce. Alors l'eau douce, elle est nécessaire pour tout. Elle est nécessaire pour la production alimentaire, pour la production d'électricité, pour la fabrication et l'assainissement. Elle ne représente que 0,8% de l'eau sur Terre, l'eau douce. 0,8%. Et cette eau est la même depuis que la Terre que l'eau est arrivée sur Terre et que la Terre est là. La même. C'est-à-dire que l'eau que vous buvez, que vous jetez, c'est la même eau qui circule sur Terre depuis 3,5 milliards d'années. C'est quand même fascinant. On devrait peut-être développer un minimum de respect pour cette brique du vivant qui fait que rien sur Terre ne serait animé s'il n'y avait pas eu l'eau. L'eau est vraiment la mère de la vie, la mère de toute chose, et elle ne représente donc que moins de 1% sous forme liquide utilisable par l'homme sur Terre. Le reste, c'est de l'eau salée. En mars 2022, ils ont donc, ces scientifiques, réévalué cette limite planétaire en y incluant ce qu'on appelle l'eau verte. Il y a l'eau bleue et l'eau verte. L'eau verte, c'est l'eau qui est disponible non pas pour les humains, mais pour les plantes. Et là aussi, ils se sont rendus compte qu'il n'y a plus assez d'eau pour nourrir la végétation sur Terre, du fait effectivement de la désertification, du fait de la modification des sols, du fait de tout ce que je viens de vous expliquer. Et donc, on a une limite aujourd'hui, là encore, qui vient d'être dépassée en mars, donc il y a 3 mois, et qui fait craindre effectivement, à l'OCDE qu'une personne sur 2 soit confrontée au manque d'eau en 2030. Le dernier rapport du GIEC pointe pour sa part une baisse de 4 à 10% de la production des principales cultures depuis 10 ans. Et en conséquence à ce rythme, il prévoit que 80 millions de personnes supplémentaires risquent de souffrir de la faim d'ici à 2050, avec un réchauffement global de plus de 2 degrés. Ce que je veux vraiment que vous compreniez, c'est l'impact que cela va avoir si par exemple, d'ici 2050, on a 216 millions de personnes qui se déplacent à l'intérieur de leur propre pays, plus tous ceux qui vont franchir les frontières de leur pays pour se réfugier dans les pays voisins. Pourquoi ? Parce que effectivement, comme on anticipe 1 milliard de réfugiés d'ici 2080, et pour la Cornell University, elle envisage même 2 milliards de personnes risquent de quitter leur maison entre aujourd'hui et 2100. Je dis pas le 1er janvier 2100, je dis entre aujourd'hui et 2100, d'accord ? 2 milliards de personnes risquent de quitter leur foyer. On est effectivement face à une crise climatique et une crise écologique qui devient une véritable menace à la paix. Et c'est là où, si vous voulez, le combat écologique et tout ce que vous pouvez faire pour préserver aujourd'hui la nature, c'est une manière de préserver la paix et c'est en soi, effectivement, une manière de lier, si vous voulez, votre aspiration humaniste, votre souhait d'aider les autres, d'aider votre prochain, je ne sais pas comment vous en parlez, mais vous ne pouvez pas le faire aujourd'hui si vous ne préservez pas la maison commune, si vous ne préservez pas les conditions de la vie sur Terre, pour tous, et pas que pour soi, et pas que pour ses enfants. C'est pas possible. Les conséquences aujourd'hui sont inextricables, l'effet cascade est réel. Vous voyez, tout bascule en rouge, que ce soit la surface terrestre, les océans, les forêts de kelp, les grands poissons, la barrière de corail, la végétation terrestre, les mammifères, tout bascule dans le rouge. Il n'y a aucune raison, à part si on s'appelle Jeff Bezos ou Elon Musk, et de faire partie de leur petit giron de quelques centaines de personnes qui peuvent effectivement souffrir un voyage dans l'espace, il n'y a aucune raison qu'à un moment donné ou un autre, on ne soit pas tous impactés par cet effet cascade et par cette perte vraiment des conditions de la vie sur Terre. On doit vraiment prendre conscience que le système fonctionne à l'envers. Aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a la sacro-sainte
économie, que cette économie conditionne notre accès à nos droits humains les plus fondamentaux, d'accord? Et que quand on a un peu le temps, voilà, on va aller regarder les marguerites et on va aller protéger la forêt qui est à côté de chez nous. Mais ça ne peut pas fonctionner comme ça, parce que c'est pas comme cela que le vivant fonctionne. L'économie doit s'intégrer dans la société doit s'intégrer dans la biosphère. Ça, c'est ce qui est proposé aujourd'hui par les Nations Unies dans les objectifs de développement durable. Et ce que nous demandons, c'est de reconnaître, au-delà de reconnaître simplement les liens d'interdépendance entre l'humanité et les autres espèces et systèmes vivants, c'est de reconnaître que ce fait biologique et culturel est aussi un fait, je dirais presque normatif. C'est-à-dire qu'on ne survivra pas sans protéger nos liens d'interdépendance avec le reste du vivant. Et donc, on doit réintégrer l'humanité pour ce qu'elle est, c'est-à-dire un des éléments du vivant. On doit réintégrer l'humanité dans le cercle du vivant, on doit réintégrer l'humanité dans la nature, et on doit essayer de protéger aujourd'hui les conditions de la vie globale pour protéger les droits humains les plus fondamentaux. Le droit à l'eau, le droit à un air pur, le droit à la santé, le droit à l'alimentation, le droit à un environnement sain. Et le droit privé, le droit commercial, cette fameuse économie qui est là normalement pour gérer la maison, doit aujourd'hui respecter les droits humains, dont le droit à un environnement sain. Droit à un environnement sain qui lui-même est garanti par le droit des écosystèmes à exister et à être en bonne santé. Et c'est en cela, si vous voulez, qu'on parle de révolution juridique, parce que ce n'est pas du tout aujourd'hui dans le droit occidental la manière dont les choses se passent. Aujourd'hui, on a depuis les années 70, depuis le développement des multinationales, un droit commercial qui prime et qui en plus fonctionne en silo, c'est-à-dire qu'il n'est pas lié au droit des États, au droit international, aux règles du vivre ensemble et aux règles du maintien de la paix que se sont posés les États entre eux et les grands textes et les grandes déclarations et les grandes chartes qui ont posé les obligations des États vis-à-vis de leurs citoyens et de leurs droits, de la protection de leurs droits, des droits humains. Ils fonctionnent à part. Ils ont même des tribunaux d'arbitrage, des cours privés pour régler de leurs différends avec les États. Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est vraiment qu'on arrive progressivement à ce que cette économie se mette au service de la vie, au service des humains et au service de la nature. Alors, il est quelle heure ? 43 minutes. Donc j'ai encore un quart d'heure, 20 minutes. Ok. Voilà, on va prendre une respiration. Moi, je vais prendre une gorgée d'eau. Je sais. C'est de sa faute, hein, c'est lui qui a voulu. Donc je fais pas de pause, hein, c'était juste une respiration pour ceux qui ont été émus, puisque j'ai vu qu'il y avait quelques personnes qui... Juste en fait, on vous propose de prendre la pause après, dans un quart d'heure en fait. Donc, on va finir la conférence et on fera une pause tous ensemble, sinon ça va pas être gérable, on va laisser Valérie finir. Oui, je disais, c'était juste, quand je disais une respiration, c'était pas une pause. C'était juste une vraie respiration. Donc ce que je vous propose pour remonter un peu notre énergie et notre volonté d'agir, parce que de toute façon on n'a plus le choix, hein, il faut agir. Je crois qu'il faut pas se fixer aujourd'hui dans cette situation de crise dans laquelle nous sommes. On ne peut pas juste se dire je m'engage parce que je sais que je rentre dans un système, dans une structure qui est suffisamment solide, soutenante, financée pour que ce que je fais serve à quelque chose et marche. On ne peut plus faire ça. On doit juste agir. C'est le chemin qui compte. Chaque vie qui sera sauvée par les petites graines que vous aurez plantées compte. Il ne s'agit pas de se dire on va sauver 1 milliard de personnes, on va sauver 200 000 personnes, non. À chaque fois que vous agirez aujourd'hui pour protéger les conditions de la vie, vous aurez, par effet papillon, un impact sur une personne au bout du monde qui vous dira jamais merci, mais que vous aurez sauvé.
Et au final, si vous voulez le regarder de manière plus égoïste, ce seront vos enfants, vos petits-enfants, hein, qui en bénéficieront de toute façon. Donc c'est un apprentissage, de l'empathie, et je pense que c'est la clé aujourd'hui pour agir. L'empathie, ça veut dire se mettre à la place de l'autre. C'est quelque chose qu'on a un petit peu oublié. Et de l'humilité, c'est-à-dire je célèbre la vie, je suis heureux d'être vivant, et de ce fait, je protège la vie. Et ça devrait vous suffire. Ça devrait vous suffire. Parce que si effectivement vous êtes fixé sur un objectif, là on est sur des temps qui sont des temps longs. C'est comme quand vous plantez un arbre, vous risquez de ne jamais le voir adulte. C'est vraiment la même chose. Hein. C'est d'accepter que ce que vous faites, vous le léguez aux générations futures et que vous n'en verrez pas forcément les succès. Voilà. Mais, ce que quand même je veux vous dire, c'est que vous vous inscrivez dans la démarche que vous avez accepté de suivre avec l'Assemblée populaire du Rhône, vous vous intégrez, comme l'a expliqué tout à l'heure Grégory Doucet, dans un mouvement qui est mondial, qui a démarré il y a déjà plusieurs années, et qui va en grandissant, qui s'accélère véritablement, et qui s'accélère bien évidemment parce que la conscience, cette conscience que vous êtes peut-être pour certains en train d'intégrer aujourd'hui profondément dans vos tripes, cette conscience, elle est de plus en plus tangible pour de nombreux peuples du monde qui subissent de plein fouet effectivement la destruction de la nature et le changement climatique. Alors, on en entend beaucoup parler en France depuis 2017 parce qu'il y a eu effectivement plusieurs initiatives dans le monde qui ont émergé par voie législative, par voie jurisprudentielle, ça veut dire par des décisions de cours de justice, hein, et pas par la loi, qui ont reconnu les droits d'écosystèmes naturels et qui ont permis effectivement de populariser, enfin de faire connaître, médiatiser, si je puis dire, cette idée qui pour moi n'est pas saugrenue, parce que c'est quand même incroyable. Je veux dire, vous êtes sujet de droit, d'accord ? Ça veut dire que vous avez le droit d'aller en justice pour vous défendre et vous vous appuyez sur les droits qui vous sont reconnus pour dire, voilà, mes droits ont été violés. Mais on a aussi donné des droits à rester en justice à des entités fictives, ce qu'on appelle les entités morales. Une association, une entreprise. Elle est où ? Vous la touchez pas, d'accord ? Mais elle a le droit d'aller se défendre en justice. Mais quand on dit une forêt, un fleuve devrait pouvoir défendre son rôle écologique et son intérêt à exister pour lui-même en justice, on nous regarde en disant « mais vous êtes des romantiques complètement farfelus. Vous êtes des païens, vous voulez revenir au temps sauvage, etc. » Non, ce sont des entités vivantes comme nous. D'autant plus vivantes que on est en interaction directe et en interdépendance directe avec elles. Donc c'est un outil qui a été reconnu efficace pour prévenir de nombreux dommages environnementaux. Pourquoi ? Parce que justement il permet d'agir en prévention. Par exemple en France, on est très avancé en Europe. Depuis 2016, on a un principe qui s'appelle le préjudice écologique pur, qui a été reconnu par un juge en 2012 suite à la catastrophe de l'Erika. Et ce juge a créé donc a émis une décision qui a créé donc une loi nouvelle en disant « moi je reconnais la valeur intrinsèque de l'écosystème marin qui a été touché par la pollution pétrolière. Et Total, vous allez payer par rapport à la valeur intrinsèque de l'écosystème et en dehors de considérations utilitaristes pour l'humain, les pertes économiques des collectivités pour le tourisme, etc., les associations qui ont démazoté bon bref. Ça, il y a eu une amende, mais il y a eu une amende petite, 13 millions d'euros, mais c'est symbolique, mais qui a permis de reconnaître en France l'idée qu'un écosystème a sa propre valeur intrinsèque. Sauf que préjudice veut dire qu'on ne peut utiliser ce principe qui est dans le code civil aujourd'hui que quand la catastrophe est déjà arrivée. Et quand je vous explique ce qui se passe dans le monde, vous voyez bien qu'il faut trouver des solutions pour prévenir, c'est-à-dire éviter la catastrophe. Et les droits de la nature permettent cela. En Amérique du Sud, là où les premiers États qui ont reconnu les droits de la nature ont émergé,
par exemple en Équateur, qui reconnaît depuis 2008 dans sa constitution les droits de la nature et qui donne la possibilité à tout citoyen, au ministère public, à toute association de défendre les droits de la nature en justice, d'accord? C'est dans leur constitution, hein. On voit depuis 2008 plein de procès se tenir où le parquet, ce qu'on appelle le ministère public chez eux et le parquet chez nous, saisit la justice en prévention. Par exemple, il y a un industriel qui dit « je veux faire une ferme de crevettes dans la plus grande mangrove d'Équateur, qui est aussi une des plus grandes du monde, 60 mètres de haut, les palétuviers, avec un risque de pollution chimique par les antibiotiques, etc. » La justice dit « au nom de la valeur intrinsèque et du rôle écologique que joue la mangrove dans la préservation de la côte, dans le cycle de la vie marine, etc., j'interdis l'installation de cette usine de crevettes dans la mangrove. » Là, pour la même raison, ils ont protégé des forêts de l'extraction minière ad vitam. Le premier cas en 2011 qui est passé en justice, c'était une rivière. Il y avait un projet de route qui, en fait, menaçait le cours de la rivière, balançait des gravats dans le lit de la rivière. La rivière était détournée, ça perturbait tout l'écosystème local. Et le juge donc, a demandé l'arrêt de la construction de la route pour laisser libre le cours de la rivière. Voilà, donc c'est très concret. Là, je vous parle, c'est pas juste philosophique, romantique, pour dire oui, on est la nature se fait... Non, la nature, là, se défend, et nous sommes la nature qui se défend en justice quand nous parlons au nom d'un écosystème, au nom d'un fleuve. Donc sachez qu'en Équateur, en Bolivie, au Mexique, il y a 3 États aujourd'hui, les droits de la nature sont reconnus. L'Assemblée constituante chilienne est en train de réfléchir à intégrer dans sa nouvelle constitution aussi les droits de la nature. Le Panama vient d'adopter une loi sur les droits de la nature. Il y a des villes au Brésil, des villes en Argentine qui aujourd'hui reconnaissent les droits de la nature. Et puis, donc par la loi, hein. Et puis en Colombie, moi j'adore le Cap colombien, je ne sais pas si vous en avez parlé hier, je ne pense pas. On est dans un pays où il n'y avait pas de loi sur les droits de la nature, mais où les juges ont eu un courage absolument incroyable. Et donc ils ont démarré en 2016 par une première décision concernant un fleuve, le fleuve Atrato, 750 km, en disant on reconnaît le fleuve comme une entité vivante, comme une entité juridique, et on va nommer des gardiens, des représentants du fleuve, qui seront les communautés riveraines, 14 communautés riveraines, qui sont des communautés autochtones et afrodescendantes, et qui vont donc défendre les intérêts du fleuve en justice. Et ce que j'ai trouvé assez génial, c'est que ces juges ont reconnu en même temps, et je crois que c'est vers ça qu'il faut tendre, ce qu'on appelle des droits bioculturels. C'est-à-dire qu'ils ont dit, le fleuve a des droits, mais je reconnais que ces droits sont liés en même temps aux droits des populations qui vivent sur les bords du fleuve, parce que ces populations ont un lien ancestral, identitaire, culturel, spirituel, nourricier, et qu'en fait, leur identité est intimement liée à l'existence du fleuve. Et donc, ils ont reconnu les droits bioculturels du fleuve et de ses habitants. Vous me suivez ? Je vous raconte ça, je vous raconte une anecdote qui pour moi m'a parlé, parce que quand on parle des peuples autochtones, on se dit, oh ben oui, mais bon, nous on n'en est plus là, on n'est pas avec des arcs et des flèches, c'est pas notre histoire, etc. Ok. Souvenez-vous des méga-feux en Australie. J'étais intervenue, je me souviens une fois à RFI, et j'ai entendu un témoignage qui était bouleversant. De blancs australiens, d'accord, c'est les forêts d'eucalyptus qui étaient autour de chez eux, qui vivent comme les Américains. Il faut voir les Australiens, c'est yacht, 4x4, vraiment les baraques, bon, bref, dans l'opulence, vraiment dans l'opulence. Et les méga-feux ont à un moment donné donc brûlé toutes les forêts autour de la ville, de la petite ville où vivaient ces gens-là. Et les Blancs australiens se sont mis à parler comme les aborigènes, en disant « Mais en fait, je pleure parce que je me rends compte que quand je ne vois plus
la forêt autour de moi, c'est comme s'il y avait une partie de moi à l'intérieur qui avait brûlé. C'est comme si il y a une partie de mon identité qui avait disparu et je ne sais plus qui je suis. Et en fait, si vous réfléchissez réellement en vous, dans votre rapport au lieu dans lequel vous vivez, je pense que, voilà, si on vous dit, moi je sais que je vis par exemple près d'une forêt de pins en Dordogne, qui n'est pas encore menacée par les feux, mais c'est en train d'arriver. Hein. J'ai vécu longtemps dans le sud de la France, je sais ce que c'est que les feux de forêt. Et je me dis, mais si tous les arbres brûlent autour de chez moi, mais c'est plus chez moi. Et je suis d'origine bretonne et j'ai vu parfois les littorales souillés. Et il y a une part de soi qui pleure, qui est en deuil. Voilà, donc ces droits bioculturels, je trouve que c'est très important de les entendre, de les comprendre. Et puis il y a une deuxième décision, je ne pourrais pas vous les raconter toutes, hein, il me reste 3 minutes, mais il y a une deuxième décision que je trouve aussi très belle, toujours des juges colombiens. Ils ont été saisis par 25 jeunes, de 11 à 25 ans, il y a quelques années, Cour suprême, qui leur disait, mais attendez, la déforestation en Amazonie colombienne, elle a augmenté de 47% l'année dernière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire concrètement qu'en coupant ces forêts-là, on augmente le changement climatique, ça veut dire qu'on met des menaces supplémentaires sur notre avenir, et donc notre droit à un environnement sain en tant que génération future, les enfants disaient, est menacé. Et les juges ont dit, mais en fait, vous avez raison. D'une part, je reconnais qu'on doit protéger vos droits en tant que génération présente, mais aussi future. Ce qui veut dire que les juges colombiens ont reconnu de manière implicite que les générations futures, et donc aussi les enfants à naître qui ne sont pas encore nés, ont le droit à un environnement sain, et donc sont des sujets de droit, même s'ils n'existent pas encore, même s'ils ne sont pas encore là. Et ils ont aussi décidé de reconnaître la forêt amazonienne comme une personne, comme une entité vivante, et qu'on avait le droit de défendre la forêt amazonienne en justice, pour qu'elle soit préservée. Et derrière, ils ont assorti ça effectivement d'un plan auprès du gouvernement en imposant des mesures d'action efficaces de lutte contre la déforestation. Voilà, donc là aussi, des concepts innovants, des concepts intéressants au-delà même des droits de la nature, c'est le fait effectivement de toujours réfléchir en fonction des générations futures et de leurs droits, et de reconnaître que de donner une personnalité juridique à un écosystème, c'est aussi préserver les droits des générations futures. Il y a eu depuis 18 décisions de justice en Colombie. Il faut aussi savoir que, là, comme je vous l'expliquais, ce n'est pas une aspiration qui vient que des peuples autochtones. D'ailleurs, la première ville au monde à avoir reconnu les droits de la nature, c'était même avant l'Équateur, c'était à Tamaka, en Pennsylvanie, aux États-Unis. Une ville blanche qui a reconnu les droits des communautés naturelles et des écosystèmes sur son territoire. C'est un truc qu'on ne peut pas faire chez nous, en France, parce qu'on ne peut pas légiférer au niveau des villes. Hein, on n'est pas assez décentralisé pour cela. Aux États-Unis, les villes peuvent légiférer. Mais on peut, et c'est ce que a fait la ville de Lyon et la métropole de Lyon, par exemple, en signant l'appel du Rhône, on peut par contre s'engager. On peut signer des chartes et dire la manière dont on a envie, voilà, que la gouvernance se tienne, se passe sur un territoire. Et donc c'est important, dans des pays comme les nôtres, en droit romain, de partir de la base des territoires, tout en essayant d'obtenir des lois à l'échelle nationale, mais de montrer l'exemple par des chartes, par des déclarations, et puis en même temps de mener un plaidoyer, comme ça s'est fait aux États-Unis, où d'un côté on a plus de 30 municipalités qui ont voté des lois octroyant aux communautés naturelles et aux écosystèmes une personnalité juridique, mais on commence aussi à avoir des référendums qui ont donné, qui ont reconnu par exemple les droits du lac Erie, qui est le 10e plus grand lac du monde. Des constitutions tribales ont été modifiées dans ce contexte, et puis il y a des États comme en Californie, en Floride, etc., où il y a des propositions réelles de loi. Voilà, donc 3 options. Vous saisissez la justice, vous obtenez de la part d'un juge une décision hyper courageuse. Ça s'est passé aussi en Inde, hein, où il y a eu beaucoup de décisions, et au Bangladesh. Les 450 rivières du Bangladesh aujourd'hui sont reconnues sujets de droit par la Cour de Dhaka. Il y a le fait d'obtenir des lois qui s'appliquent à l'échelle nationale ou à l'échelle locale. Et puis, il y a aussi le fait
de reconnaître certains écosystèmes comme sujets de droit, comme ça s'est fait par exemple en Colombie ou en Nouvelle-Zélande ou en Australie, où des fleuves, des montagnes, des forêts ont été reconnus sujets de droit, sans que les droits de la nature soient reconnus à l'échelle nationale. Vous suivez? Donc c'est plusieurs stratégies possibles, mais qui montrent qu'il y a une diversité d'actions qui sont menées et qui font boule de neige, puisque même en Afrique aujourd'hui, on a en Ouganda une loi sur les droits de la nature. Le Kenya vient d'annoncer à la conférence de Stockholm, plus 50, c'est-à-dire 50 ans après le premier sommet de la Terre, qu'il allait reconnaître les droits de la nature et le crime d'écocide, il y a 2 jours. Donc c'est en train d'avancer en Afrique. La Tanzanie réfléchit pour le parc Serengeti, pour la rivière Mara. Et puis en Europe, on démarre. Et il y a plusieurs initiatives qui ont été menées. Vous devez le savoir, je pense, en Corse. Vous le savez pour la Corse ou pas? Vous en avez parlé hier? Non? Ok. Donc en Corse, pour le Parlement de Loire, le Parlement du Rhône. Mais le premier écosystème qui s'est fait reconnaître une personnalité juridique aujourd'hui, en Europe, c'est la Mar Menor, c'est la lagune salée la plus grande d'Europe, près de Murcia en Espagne, où des citoyens ont demandé, 600 000 citoyens ont demandé une loi au Parlement fédéral espagnol reconnaissant une personnalité juridique à cette mer intérieure. Ce qui vous montre que c'est possible en droit romain, c'est possible sur le sol européen. Ça demande effectivement de la volonté et du courage, et ça demande aux citoyens de se mobiliser, et c'est ce que vous êtes en train de faire à votre échelle. Et je pense que cela va effectivement essaimer dans les années qui viennent. Vous allez avoir le temps de faire parler de vous, et sachez que voilà, ce sont des initiatives qui sont très très suivies, et d'autres en parallèle sont menées, donc sur d'autres territoires français, d'autres territoires européens, en Suède, en Irlande, là où il y a des identités culturelles fortes en lien avec des écosystèmes qui sont encore beaux et qui sont en danger. Voilà, je vous remercie.